J'ai dû me cacher pendant 10 jours, sans manger ni boire. Il n'y a pas de combat sur la route, mais il y a des contrôles. Certains se font arrêter ou rançonner. Ils m'ont pris environ 10 000 livres soudanaises. Et ils volent aussi les téléphones portables. Si tu ne fais pas ce que les milices te demandent, tu risques d'être frappé ou emprisonné. Izzedine arrive d'Al Jeninna, la capitale du Darfour occidental au Soudan. Cette ville, ravagée par la guerre, n'est distante que d'une trentaine de kilomètres du poste frontière d'Adré, au Tchad. Tous les jours, de nouveaux réfugiés y cherchent asile. Vous voyez bien que ce sont des matelas. Vous pouvez vérifier si vous voulez. La sécurité a été renforcée. Les autorités tchadiennes veulent s'assurer que le conflit au Darfour ne s'étende pas sur leur territoire. La fuite, c'est la mesure de sécurité. Ceux qui viennent de l'autre côté, parfois, ils viennent avec des armes. Il y a des gens qui s'infiltrent pour faire des dégâts. Et puis, pour cette raison, que l'État veille sa sécurité. Tant qu'ils ne portent pas d'armes, le Tchad, l'un des pays les plus pauvres au monde, accueille tous ceux qui se présentent. Plus de 400 000 Soudanais sont déjà arrivés dans le pays ces derniers mois. Sur cette charrette, les maigres affaires qu'Izzedine a pu sauver. Bonjour, comment ça va? Très bien. Bienvenue. Merci, merci. En chemin, beaucoup de visages connus. Des voisins d'Al Jeninna qui s'est vidé de sa population. Où est notre campement? Ce jour-là, Izzedine retrouve sa famille partie un mois plus tôt. Lui, c'est mon fils. Et voici ma mère. Mon père, il a été tué. Il marchait juste dans la rue et ils l'ont tué, comme ça, sans raison. C'est très dur. C'est vraiment indescriptible. Izzedine et sa famille vivent désormais dans cet immense camp en bordure d'Adré. La petite ville frontalière est submergée. En accueillant les réfugiés, sa population a été multipliée par 5. Dans leur fuite du Soudan, beaucoup ont perdu contact avec leurs proches. Pour leur venir en aide, la Croix-Rouge a installé plusieurs centres d'appel. Vous avez un autre numéro? Est-ce que cette personne est au Soudan? Oui, au Soudan. C'est votre sœur? Oui. Vous avez 3 minutes. Comment vont les enfants? Ils vont bien, et vous? Quelle est la situation à Khartoum? Comment va ta tante Fatima? Quand vous ont-ils expulsé de l'université? Mais comment on va faire? Il ne te restait que 8 mois pour avoir ton diplôme. Et maintenant quoi? Cette femme parle à son fils unique pour la première fois depuis plusieurs mois. Elle avait réussi à l'envoyer en Inde pour étudier. Désormais sans ressources, il a été exclu de l'université. Pour qu'il ne souffre pas plus tard, je voulais qu'il poursuive ses études, pour qu'il ait un avenir, pour que demain, nos enfants soient des leaders et puissent être maîtres de leur destin, pour qu'ils refusent la violence, pour qu'ils puissent éviter tout ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Et tout ça, ça passe par l'éducation. Zeynab aussi allait obtenir son diplôme à l'université d'Al Jeninna quand la guerre a éclaté. Cela fait maintenant près de 3 mois qu'elle survit avec sa famille dans ces abris précaires. Ils ont réussi à conserver un téléphone portable. Avec son cousin, Zeynab continue de suivre les événements au Soudan.
Cette photo, elle a été prise sur la route, entre Al Jeninna et Adré. Il venait de Al Jeninna vers Adré? Ça a été un massacre sur cette route. Sur cette vidéo, des miliciens arabes capturent des civils qui tentent de fuir. Des brutalités à caractère systématique selon les rescapés. La majorité des victimes sont des hommes de l'ethnie massalite, celle de Zeynab et de son cousin. Au Darfour, cette nouvelle guerre a réveillé les vieux démons des violences intercommunautaires. Ça, ce sont les images de l'assassinat du gouverneur. Il a été tué de façon monstrueuse. C'est le gouverneur, là? Oui, c'est lui, ils l'ont tué. Ils lui ont tiré dans le ventre. Ouais. À Al Jeninna, l'assassinat du gouverneur, lui aussi massalite, a marqué un point de basculement dans l'escalade des atrocités. Et là, ce sont des gens qui jettent des pierres sur son cadavre. Cette femme aussi lui jette des pierres. Oh mon Dieu, les gens ont vraiment été tués comme des animaux. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Il y a eu tellement de morts. Il y avait des cadavres plein les rues. Oui, partout. Le conflit soudanais a déjà déplacé plus de 5 millions de personnes. Les autorités tchadiennes, comme les humanitaires, sont dépassées par l'ampleur de la crise. Depuis leur arrivée, la plupart des réfugiés n'ont reçu au mieux qu'une seule ration de nourriture. Les prix des denrées alimentaires ont explosé. La malnutrition est endémique. À 29 ans, Zeynab a accouché de sa seconde fille au Tchad il y a un mois. Avec sa belle-sœur et son neveu, elle se rend au service pédiatrique de l'hôpital d'Adré. Amenez l'enfant par ici, mettez-le sur la balance. « 6 kg 100. Quel âge a-t-il? 1 an et demi. Combien de fois par jour il a la diarrhée? Depuis le matin, combien de fois? 2 fois. Sur ce bracelet, le rouge indique une malnutrition sévère. La plupart des enfants malnutris que nous recevons ici, c'est des enfants qui sont revenus du Soudan. On peut dire même 70% des cas qui viennent des camps des réfugiés. Ils allaient bien avant. Les enfants n'ont jamais été à l'hôpital quand nous vivions à Al Jeninna. On avait tout pour les nourrir, mais maintenant on n'a pas assez. Juste le peu de choses que l'on reçoit de l'aide alimentaire. S'ils mangent le matin, ça doit tenir jusqu'au soir. Elle a de la fièvre? Ouais. Elle ne respire pas bien. Elle est gênée quand elle respire. Elle ne respire pas bien, d'accord. Donc on va procéder à faire certains examens approfondis pour voir est-ce que c'est une infection ou c'est un paludisme. La malnutrition augmente les risques de pneumonie, rougeole et autres maladies qui s'attaquent aux plus faibles. Les médecins veulent hospitaliser les 2 bébés. Il tousse, il a des plaies à la bouche, il doit être hospitalisé dans le service de malnutrition. Mais j'ai rien pris avec moi. Ce n'est pas un problème. Et ma mère est malade, elle est à l'hôpital, personne d'autre ne peut prendre soin d'elle. C'est pour ça que je veux partir. Et demain, je viendrai chercher des médicaments si vous lui en prescrivez. Zeynab préfère repartir avec son enfant. À l'apogée des violences, l'hôpital d'Adré a vu affluer en quelques jours des centaines de blessés d'Al Jeninna.
comme Sidik, brûlé sur près de 70% du corps. J'ai 3 enfants. Sidik est le dernier vivant et il souffre beaucoup. Il était dans une voiture qui a été frappée par une roquette. Tous les autres passagers sont morts. Je l'ai transporté seul, dans une brouette. Ils nous ont arrêtés 4 ou 5 fois. Quand on me posait des questions sur lui, je disais « c'est un cadavre ». Sidik était à peine en vie quand il a été pris en charge à son arrivée au Tchad. 2 fois par semaine, les chirurgiens changent ses pansements sous anesthésie générale. C'est douloureux, c'est pourquoi on le fait sous anesthésie générale. Et c'est un grand miracle. Ça, on n'y pense même pas. 69%, ça, c'est un grand brûlé. Et là, on ne récupère pas souvent ces genres de patients. Bon, il va s'en sortir, on espère bien. Sidiki, ça va? Okay. Malgré les soins reçus, Sidik ne peut toujours pas marcher. Plaies par balle, fractures ouvertes, amputations. L'hôpital d'Adré manque de moyens devant la gravité des blessures des réfugiés. Zeynab rend visite tous les jours à sa mère. Kaltouma a eu le fémur brisé par un tir d'arme automatique. J'étais dans ma maison, ils ont tiré depuis l'extérieur. Ils ont tiré à travers la porte et la balle m'a touchée. Ce jour-là, 2 de mes fils ont été tués, d'autres gens ont été blessés. Ils voulaient prendre nos biens, ils voulaient nous tuer. Même ceux qui étaient à l'hôpital de Al Janina, ils les ont tués. Toutes nos céréales et nos objets de valeur, nous les avions enterrés. Ils ont fouillé la maison, les ont déterrés et les ont emmenés. Salam. Après des semaines d'hospitalisation, un médecin vient faire le point avec sa famille. Salam alaikum. Maman, ça va? Ok. On va chercher le traducteur. Zeynab est très inquiète. Elle craint que sa mère reste invalide. En fait, la balle a cassé l'os qui est dans la cuisse. Voilà. Et donc, quand elle est arrivée, on n'avait pas les moyens de l'opérer. Face à l'arrivée massive de blessés, les chirurgiens ont dû donner la priorité aux cas les plus graves. La vie de Kaltouma n'était pas en danger, alors pour redresser sa jambe, ils l'ont étiré, accroché à un jerrycan. Tu vois que ça, normalement, ça ne devait pas être un truc comme ça, tu vois. Voilà, donc on a fait avec les moyens de bord. La fracture est grave. Il faut mettre des plaques métalliques et des vis pour réaligner sa jambe. Ça ne va pas se remettre sinon. On dis-lui que si on pouvait l'opérer, on l'aurait opéré sans problème. Mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète. On fait le maximum. Allez, au revoir, hein. À demain, hein. On se voit demain. En cas de conflit de guerre, il y a ce qu'on appelle les blessés de guerre qui restent, qui gardent des séquelles toute leur vie. Et c'est vrai, il y a les séquelles physiques, mais il y a surtout les séquelles psychologiques qu'il faut pouvoir prendre en charge parce que ces personnes-là, quand on ne les prend pas en charge, sur le plan psychologique, peuvent être aussi un danger pour le reste de la société, quoi. Dans les camps de réfugiés, le traumatisme est partout. Presque chaque famille a perdu un père, une sœur, un enfant, mort ou disparu. Des blessures invisibles qui touchent des dizaines de milliers de personnes. Devant cette tente, ces gens attendent pour une consultation avec un psychologue. Comment allez-vous? Tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Asseyez-vous. Le docteur Oumar est spécialiste des troubles post-traumatiques. Lui aussi est un réfugié. Quel âge a-t-elle? Il a fui les violences d'Al Janina,
C'est l'un des rares psychologues présents dans le camp. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Depuis quand est-elle dans cet état? La patiente est trop agitée pour consulter. Le docteur Oumar demande qu'elle soit raccompagnée avec des médicaments pour la tranquilliser. Beaucoup ont vu des gens se faire tuer devant eux ou être grièvement blessés. Beaucoup ont vu des cadavres. Ils ont vu des gens piller et brûler leurs maisons. 80% des cas dans le camp ont vécu ce type de choc traumatique. Tu as quel âge? 19 ans. Chaque jour, le docteur Oumar rencontre une dizaine de patients. Ce matin, la petite Dar al-Naïm, 6 ans, est accompagnée par sa tante. Est-ce que tu peux me dire ce qui arrive à ta nièce? Pendant les événements, sa maman, son père et son petit frère ont été tués devant elle. Ces cris la nuit, c'est depuis que ses parents ont été tués? Oui. As-tu déjà essayé de parler avec elle de la vie et de la mort? J'aimerais que tu parles avec elle, pour qu'elle puisse oublier un peu que ses parents sont décédés. D'accord. Si vous communiquez bien, il faut continuer, parce qu'à travers toi, on va pouvoir l'aider. Quand tu parles avec elle, elle oublie un peu son chagrin. C'est devenu presque normal d'être dans une situation dramatique, surtout quand votre voisin est dans une situation encore pire. C'est devenu normal d'avoir perdu des proches. Maintenant, les gens l'acceptent. Même la violence. Ils ont déjà vu tellement de violence que c'est devenu normal d'avoir une telle tristesse dans leur vie. Parce que ces gens sont touchés, frustrés, traumatisés, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés. Même si je n'avais pas été recruté dans cette ONG, j'étais prêt à travailler bénévolement. Parce que ça nous concerne tous. Le docteur Oumar a relogé sa famille à 5 heures de route d'Adré pour qu'ils reprennent un semblant de vie normale. Il espère toujours voir la paix revenir au Soudan. Devant l'attente des soins intensifs de l'hôpital, l'espoir n'a pas non plus quitté la mère de Sidik. Depuis que je suis arrivée, je ne suis même pas sortie de l'hôpital. Je vis ici. Je dors sur le sol à côté de son lit. Parfois, il se réveille. Il se redresse. Ma santé s'est un peu améliorée. Je me sens mieux. Dieu merci. Avant, il était incapable de faire le moindre mouvement. Beaucoup de gens ont été touchés par ce conflit. J'espère que les choses vont s'arranger. Que ceux qui sont morts reposent en paix. Malgré le deuil, malgré la douleur, ceux qui ont échappé au combat du Darfour veulent croire à un avenir. Mais pour ces réfugiés, le Tchad est souvent une impasse. Après plusieurs semaines d'attente, dans le camp informel où vivent Zeynab et sa famille, la jeune femme se prépare à partir. Passe-moi cet oreiller près de toi. C'est quoi ces jouets que tu viens de prendre? S'ils sont secs, amène-les que je puisse les emballer. Mets-les ici. Une vaste opération de relocalisation est en cours. Les Nations Unies et le gouvernement tchadien se pressent pour désengorger la ville d'Adré. Tous les jours,
ils transportent des milliers de réfugiés et toutes leurs affaires vers de nouveaux camps permanents. Vous savez, le Soudan n'est pas sûr et ne le sera pas pendant longtemps. Il y a des guerres depuis 2003. Depuis que je suis jeune, il y a eu des guerres, jusqu'à aujourd'hui. Si le camp est bien, nous n'y retournerons pas. Nous aimerions même aller ailleurs, même dans un autre pays. Tandis qu'à la frontière, les arrivées se poursuivent, l'opération est une course contre la montre. Tous les gens dont les bagages ont été chargés, veuillez vous rapprocher de ce camion, s'il vous plaît. Et vous, là-bas, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Toutes les familles doivent aller vers ce camion pour qu'on puisse avancer. Les Nations Unies recommandent d'éloigner les réfugiés des frontières pour les protéger d'incursions ou de recrutement par des groupes armés. La moitié d'entre vous va monter dans ce véhicule léger, juste là. Et l'autre moitié partira en camion. D'accord ? C'est au tour de Zeynab et ses proches de partir. Les autorités tchadiennes ont alloué de nouvelles terres aux réfugiés à 40 km d'Adré. Zeynab espère y obtenir une maison pour mettre sa famille à l'abri. Beaucoup de gens nous ont dit que l'endroit était bien et j'ai très envie de voir à quoi ça ressemble. J'espère que toute ma famille viendra et qu'on pourra bien vivre tous ensemble. Mais je me sens aussi un peu mal de laisser ma mère derrière. Zeynab s'est promis de retourner la chercher dès que possible. Après 2 heures de route, les premières tentes apparaissent. Regarde comme les maisons sont grandes. Elles sont bien espacées les unes des autres. Pourquoi ont-ils laissé tant d'espace? Tu ne vois pas, c'est pour pouvoir cultiver. Construit en quelques semaines à peine, le camp de Métché pourrait accueillir à terme jusqu'à 100 000 personnes. Vous avez des bagages? Je vais vous aider à les sortir. Oui, tout ça est à nous. Fatigués par le trajet, déposés en périphérie du camp, Zeynab et les siens semblent déroutés. Ces tickets-là, ils sont pour vous. Prenez-les, ils vont vous permettre de recevoir de la nourriture pendant 2 jours. Venez demain matin, on vous donnera une maison. Vous avez compris tout ce que j'ai dit, pas de questions? Oui, j'ai tout compris. Parfait, vous pouvez aller récupérer le reste de vos bagages. Ce soir, Zeynab et ses filles devront trouver un endroit où passer la nuit. J'espère que ce sera ma nouvelle maison ici. On ne compte pas rentrer. Ce pays est notre nouveau chez nous. Plus tard, je vais voir si je peux trouver du travail, au marché ou ailleurs. Alors qu'au Soudan, le conflit s'enlise, dans son exil forcé, Zeynab s'accroche à l'espoir d'une vie meilleure. Malgré les promesses, 1 mois après son arrivée à Métché, elle n'avait toujours pas obtenu de maison pour sa famille.